Dongombaï est un amoureux des mots. Le Sénégalais, poète, est aussi écrivain, sociologue et journaliste. Et au-delà des rimes, il invite ses lecteurs à penser le monde. Dans son dernier recueil, Dongombaï évoque sa mère, sa terre natale et l'amour. Il est l'invité de votre rubrique Diaspora. En attendant, place à l'actualité. Effondrement meurtrier au Mali, à Bamako, un immeuble encore en construction s'est effondré sur ses habitants. Au moins 15 personnes sont décédées. La protection civile recherche encore des survivants. Au Burkina Faso, le verdict est tombé dans le procès du putsch manqué de 2015. Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé sont condamnés respectivement à 20 et 10 ans de prison ferme. Après l'ouverture du cercueil de Didier Arafat, une douzaine de personnes ont été interpellées. Cette affaire choque une partie des fans de la star du coupé-décalé. Nous ferons le point avec notre correspondant. Bienvenue dans votre journal sur TV5 Monde, je suis ravie de vous retrouver. Et commençons par ces scènes d'une rare violence en Afrique du Sud. Ces dernières heures, des centaines de personnes ont attaqué des ressortissants étrangers, accusés d'être responsables des difficultés économiques du pays. Voyons cela avec Océane Gohanek et Lionel Bellon. Sur ces images, des manifestants sud-africains tentent de rentrer de force dans des magasins tenus par des étrangers avant de les piller entièrement. Plus loin, des incendies sont provoqués, des voitures et du mobilier brûlent au milieu de la rue. Ces commerces d'une banlieue de Johannesburg sont la nouvelle cible des chauffeurs routiers locaux qui dénoncent une perte d'emploi grandissante au profit des migrants d'Afrique australe. Ce lundi, un appel général à manifester a été annoncé par différents corps de métier envers les étrangers. 3 personnes auraient perdu la vie et 41 manifestants ont été arrêtés par la police à la suite de séries d'interpellations importantes. Depuis près d'1 an, des groupes de camionneurs sud-africains attaquent régulièrement des chauffeurs étrangers sur différents barrages. Des attaques à coups de couteaux, de fusils ou de cocktails Molotov. La semaine dernière, l'ONG Human Rights Watch s'est alarmée. Elle révèle dans un rapport que des dizaines de routiers étrangers ont été tués depuis janvier 2018 et des centaines d'autres ont été contraints de quitter leur emploi. Rendons-nous au Kenya, où 6 touristes sont morts dans le parc national de Hell's Gate. Ces Kenyans d'origine indienne ont été surpris par une crue. Un autre touriste est porté disparu et les recherches se poursuivent pour tenter de le localiser. Partons au Mali. Bamako vit depuis dimanche hier au rythme des nouvelles en provenance d'un immeuble de la capitale. La bâtisse encore en construction s'est effondrée sur ses habitants dans la nuit de samedi à dimanche. Les secours sont à la recherche de survivants. Notre journaliste Aruna Sissoko s'est rendu sur place. Image commentée par Océane Gohanek avec Lionel Bellon. Voici tout ce qu'il reste de cet immeuble de 3 étages de ce quartier résidentiel de Bamako. Dimanche dernier, l'édifice, encore en chantier, mais déjà habité par une cinquantaine de personnes, s'est effondré. Il était 5 heures, nous étions tous couchés. Et d'un coup, tout s'est écroulé sur nous. J'ai poussé un grand coup et j'étais dans le noir. Quelques instants après, j'ai entendu des voix. C'étaient des sauveteurs. Ils m'ont fait sortir des décombres. Quand je suis sortie, il y avait beaucoup de monde qui courait dans tous les sens. Au total, 15 personnes ont perdu la vie. Depuis l'accident, les secouristes s'activent pour extraire les derniers survivants des décombres. Ils ont déjà pu sauver 16 personnes. Ce lundi, le ministre de l'administration territoriale s'est rendu dans le quartier pour soutenir les familles dévastées. Nous marquons ici notre solidarité, mais en même temps, nous demandons aux équipes de la municipalité qui sont sous notre administration de veiller à ce que très rapidement, c'est une école, que nous puissions aider ces familles-là à se reloger dans les meilleures conditions possibles. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes précises et les responsabilités. Les riverains accusent le propriétaire de ne pas avoir respecté les normes de construction. Nous avions alerté la mairie pour qu'elle inspecte le bâtiment. C'était pour nous rassurer. Le propriétaire a été convoqué, mais il n'y est jamais allé. Le rapport indiquait qu'il devait stopper les travaux. Il l'a fait un temps, mais il les a très vite repris. Ce dernier, en fuite, n'a pas encore été intercepté, mais il aurait été localisé selon la police. C'était en septembre 2015 au Burkina Faso. Des militaires tentaient de s'emparer du pouvoir. Les hommes soupçonnés d'être à la tête de ce coup d'État avorté viennent d'être condamnés par la justice. Voyons cela avec Fanny Noiro-Cabré, Jean-Luc Eguezier et Séverine André.
Le procès tenait en haleine le Burkina Faso depuis 19 mois. Ces deux proches de Compaoré connaissent désormais leur peine. Le général Gilbert Diendéré écope de 20 ans de prison. Le général Djibril Bassolé, 10 ans. Ils sont reconnus comme les instigateurs de la tentative de coup d'État. 20 ans, c'est excessif. C'est excessif, ce d'autant plus que nous critiquons la motivation du tribunal. Ce qui était essentiel pour nous, c'est que ce procès se tienne. Les peines pourront être jugées par les Burkinabés eux-mêmes. À titre personnel, j'estime que c'est des peines qui sont, de mon point de vue, assez clémentes. Les faits remontent au 16 septembre 2015. Une unité d'élite, le régiment de sécurité présidentielle, avait alors tenté de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Compaoré. L'opération était vue comme un dernier coup de force des fidèles de Compaoré et de ses troupes d'élite. Elle avait été néanmoins mise en échec après 12 jours de manifestations populaires et l'intervention d'unités loyalistes de l'armée. Le bilan reste lourd, 14 morts et 270 blessés, essentiellement parmi la population civile. Certains blessés étaient présents pour le verdict. C'est fondamental. Il ne faut plus permettre qu'un citoyen tue un autre parce qu'il a des convictions contraires à celles de l'autre. Et ils ont eu des convictions de coup d'État. Nous avons eu des convictions de nous opposer à un coup d'État. Nous ne les avons pas tués pour autant. Le procès jugeait au total 84 personnes. Il pourrait permettre de tourner la page dans le pays et ressouder l'armée nationale. Les condamnés peuvent encore faire appel. Et le musicien burkinabé Smoké, cofondateur du Ballet citoyen, se félicite de ce jugement. Il était interrogé par Mohamed Kassi dans le 64 minutes. On l'écoute. Je pense que c'est une bonne chose. Ça permet quelque part de croire que finalement on en a fini avec le clientélisme, avec toutes ces magouilles politiciennes, parce que beaucoup de gens pensaient qu'il n'y aurait pas de verdict qui condamnerait les coupables. On voit que la plupart de ceux qui étaient inculpés en tout cas ont été condamnés, donc c'est déjà bien, c'est historique, il faut le savoir. Est-ce que ça peut faire avancer la réconciliation nationale ? Ben exactement. Nous, justement, on dit que ces histoires de réconciliation, de justice transitionnelle, c'était un peu une sorte de camouflet pour éteindre toute velléité de justice. Là, il y a une justice, y compris pour ceux qui ont été acquittés, parce qu'au moins leur honneur est lavé, on va dire. Il n'y a pas que ceux qui ont été rendus coupables de leurs actes. Et c'est un bon geste, même si certains regrettent quand même la légèreté de la peine. En tout cas, c'est quand même déjà quelque chose à saluer. Des nouvelles maintenant de l'enquête sur la profanation de la tombe de Didier Arafat. Ce week-end, des jeunes seraient allés vérifier si la star était bien enterrée. Une enquête est en cours. Le point à Abidjan avec notre correspondant Pierre Akpro. Les réactions ne se sont pas faites attendre après la profanation de la tombe de la star ivoirienne du coupé-décalé Didier Arafat le 31 août dernier par ses fans quelques temps seulement après son enterrement. Les forces de l'ordre sont tout de suite intervenues pour sécuriser le cimetière et ramener le calme dans la ville. 12 personnes ont été interpellées et l'enquête suit son cours. Eh bien, c'est ce qu'a annoncé le préfet de la ville d'Abidjan dans un communiqué paru le lendemain des événements. Il a ajouté que le procureur de la République a été saisi de l'affaire et que cet acte, je cite, ne restera pas impuni. Les personnes mises en cause dans cette affaire risquent une peine pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 500 000 francs CFA d'amende pour trouble d'une cérémonie funéraire, profanation et dégradation d'une tombe. Mais également 2 ans de prison et jusqu'à 1 million de francs CFA d'amende pour profanation et outrage public à un corps. Une nouvelle qui devrait soulager la famille du défunt qui n'a pour le moment pas souhaité s'exprimer. Politique à présent. Au Gabon, la Cour d'appel se dessaisit de la demande d'expertise médicale du président Ali Bongo. 10 mois après l'AVC du chef de l'État, cet instance judiciaire refuse d'entendre des opposants réclamant une audience. La Cour de cassation avait demandé à la Cour d'appel de se dessaisir du dossier. La justice a enterré à jamais l'affaire, a déclaré l'avocat de plusieurs opposants. Et la présidence gabonaise a publié un communiqué pour démentir une détérioration de l'état de santé d'Ali Bongo, publié dans un article de l'agence Bloomberg. Politique maintenant, mais en Algérie, dans un discours, le général Gaïd Salah vient de proposer de convoquer le corps électoral pour convenir de la date de la présidentielle. Pour en parler, rejoignons Khaled Rareni, correspondant TV5 Monde à Alger. Bonsoir Khaled. Gaïd Salah suggère d'appeler le corps électoral pour le 15 septembre, mais en a-t-il le droit ? Évidemment que non, mais nous ne sommes
Nous ne sommes pas au premier faux pas près du chef de l'armée algérienne qui a prononcé des dizaines et des dizaines de discours depuis le mois de février contre 3 ou 4 pour le chef de l'État intérimaire. C'est une première que le chef d'état-major de l'armée algérienne montre sa puissance et la puissance de son pouvoir face à une Algérie qui a un président intérimaire, même si son mandat expirait le 9 juillet dernier. La réaction la plus importante était dans les réseaux sociaux pour dire que le chef d'état-major de l'armée algérienne n'a évidemment pas les prérogatives pour le convoquer, le corps électoral, même s'il ne le convoque pas, mais il appelle à sa convocation pour le 15 septembre prochain, ce qui signifie qu'il voudrait que le scrutin ait lieu aux environs du 15 décembre, avant la fin de l'année. En Algérie, c'est le chef de l'État qui est habilité donc à convoquer le corps électoral. Beaucoup de critiques sur ce discours. On peut s'attendre à des réactions à partir de demain, mardi. C'est la grande manifestation hebdomadaire des étudiants. En attendant évidemment le 29e vendredi national, eh bien, ça sera dans 4 jours. Khaled Rarini, correspondant TV5 Monde à Alger, merci. Top départ de la campagne présidentielle en Tunisie. 26 candidats sont en lice pour cette élection anticipée. Elle aura lieu le 15 septembre. Notre correspondante Mabrouka Kedir est partie à la rencontre de quelques candidats. Image commentée par Patrice Virus avec Lionel Bellon. Ça y est, depuis quelques heures, les panneaux de campagne s'affichent en bordure des routes à Tunis et un peu partout dans le pays. 26 candidats au total, numérotés et qualifiés pour ce scrutin présidentiel. Une campagne officielle très courte avec des demandes claires des Tunisiens. Le respect de la Constitution, le respect de la religion, le travail surtout pour les chômeurs. Et le 15 septembre, plus de 7 millions d'électeurs devront juger un bilan. Le bilan du gouvernement laisse à désirer selon les chiffres en matière de politique économique aussi bien que sociale. Un endettement qui frôle les 72% du PIB avec aussi un chômage qui refuse de régresser. Un scrutin marqué par la présence d'Abdel Fattah Mouroud et Narda, le mouvement d'inspiration islamiste, et sans doute par celle de l'homme d'affaires Nabil Karaoui, bien qu'emprisonné actuellement pour blanchiment d'argent. Il y a des polémiques déclenchées par l'arrestation de Nabil Karaoui, l'un des candidats les plus en vue par les sondages qui confirment de jour en jour sa montée en flèche. Alors, continuité au changement, le Premier ministre Youssef Chahed est lui aussi en lice, alors que le rôle et le poids réel du président posent question. On n'a pas arrêté de dire ces derniers temps que le président de la République n'avait pas tant de pouvoir que ça. Et pourtant, finalement, on entend privilégier le débat sur l'élection présidentielle plutôt qu'à la législative, alors que le cœur du pouvoir, c'est à l'ARP et que celui qui a le plus de pouvoir, c'est le chef du gouvernement. Et ces législatives auront lieu le 6 octobre, juste avant le second tour de la présidentielle prévu au 13 octobre. Une élection qui n'a jamais été aussi indécise. Et toujours en Tunisie, alors que la campagne présidentielle vient de débuter, un militaire et 3 présumés djihadistes ont trouvé la mort lors d'affrontements. Cela s'est passé dans le nord-ouest du pays, dans une zone montagneuse proche de la frontière algérienne. En RDC, la lutte contre Ebola continue. Le pays accueille en ce moment Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies a fait le déplacement à Mandigina, dans un centre de traitement de la maladie. Antonio Guterres a réaffirmé sa solidarité avec le peuple congolais et invite chacun à se faire dépister. Pour lui, la priorité est le retour de la sécurité avec la MONUSCO. Félix Tshisekedi a également reçu Antonio Guterres. Et à la sortie de cette rencontre, Félix Tshisekedi a répondu à nos questions sur la gratuité de l'école. Le président a insisté sur cette mesure qu'il souhaite définitive. Écoutez. On a pris les choses en cours de route, on n'avait pas de gouvernement, on n'avait pas de budget, etc. Donc tout ça, le temps de mettre en branle, mais ce sera fait. C'est mon objectif primordial. On n'a pas peur. Le Congo est capable de lever de tels fonds. Ça, il n'y a pas de problème. Et on le fera. Et l'école, c'est justement le thème de la rubrique « On en parle » de cette semaine. Quelle école pour nos enfants? Nous attendons vos questions et réactions sur notre page Facebook. Analyse et décryptage en plateau. En Tanzanie, c'est une enquête qui fait du bruit. 40 journalistes ont travaillé sur les agissements obscurs d'une mine d'or. Viol, violence, expropriation. Vous allez voir que les villageois sont les premières victimes de cette industrie minière. Le récit de Gilles Giraudat.
Au cœur d'une des régions les plus fertiles de Tanzanie. Un trou béant. La mine d'or de Normara. Que se passe-t-il derrière ces murs? Les journalistes qui s'y sont intéressés ont été menacés, censurés, contraints à l'exil. Ne reste plus que les villageois. Avant la privatisation, chaque famille exploitait son petit filon. Privés de ses terres, les voilà sans ressources. On n'a aucun moyen de gagner de l'argent. On n'a pas de champ. Et la mine ne donne pas de travail aux jeunes d'ici. Alors chaque soir, ils tentent de grappiller quelques pépites. Face aux gardes et à la police équipée d'armes automatiques, la confrontation est parfois sanglante. Une vingtaine de morts en 5 ans d'après plusieurs associations. Un chiffre contesté par l'entreprise minière. Lucia fait partie des victimes. La mine lui a versé 7 000 € en échange de l'abandon de ses poursuites contre des gardes qui l'auraient violée. Les gardes faisaient ça régulièrement. Quand ils nous attrapaient, nous, on les suppliait. On leur expliquait qu'on était obligés d'entrer dans la mine, qu'on n'avait pas le choix. Mais ils répondaient que ça faisait trop longtemps qu'ils n'avaient pas touché une femme. Vous avez été violée combien de fois? 2 fois. Après, j'ai eu trop peur d'y retourner. Chaque fois que j'y repense, ça me fait mal. Dans les villages alentours, des dizaines d'estropiés, victimes de ces confrontations à répétition avec les forces de sécurité. Mais la mine serait aussi la source d'un mal invisible. Des fuites de nitrite, arsenic et métaux lourds ont été observées dans les cours d'eau voisins. Serait-ce la cause des maladies de peau récurrentes dans la région? Le docteur Nega s'en inquiète. Sur cette photo, c'est l'une des victimes. Tout autour de la mine, on a soigné des patients atteints de maladies de la peau, comme cela. C'est très douloureux pour eux. Si c'est pris en charge, on peut les guérir en 3 mois, mais ils garderont des cicatrices. Les propriétaires de la mine se fichent des gens qui vivent là. Contacté, l'opérateur de la mine, le Britannique Acacia, affirme préparer la construction d'un nouveau bassin de stockage des eaux usées. La Tanzanie vient de lui imposer une amende pour pollution, 2 millions d'euros. Le groupe extrait ici chaque année 10 tonnes d'or pour une valeur de 450 millions d'euros. Et maintenant, place au MAG. Dongombaï est un homme de lettres. Le Sénégalais est écrivain, poète, journaliste. Il raconte le monde. Un univers fait d'amour où s'entrechoquent le silence et les mots. Arrivé en France pour ses études en 1974, Dongombaï a continué d'y cultiver sa passion pour la poésie. Il est l'invité de votre rubrique Diaspora. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre dernier recueil vient de sortir. Il s'appelle « Écrire les silences » aux éditions Continent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que représente le silence pour vous et qu'est-ce qu'il permet ? Tout d'abord, avant d'arriver là, je voudrais juste préciser qu'en fait, il y a 2 livres qui sont sortis en même temps. Et c'est extrêmement important parce qu'il y en a un qui est sorti au Togo, donc qui est sorti, c'est Écrire les silences aux éditions Continent. Et il y en a un autre qui s'appelle Entre les silences et les bruits, virgule, les mots, qui lui est sorti au Burkina Faso, chez Lacalita. Et donc, en fait, en faisant ça, je voulais aussi réaliser un peu le panafricanisme dont on parle tant. Qu'un écrivain sénégalais publie justement au Togo et au Burkina Faso et donc plus tard d'ailleurs aussi au Cameroun, c'est ça aussi que j'appelle aussi agir dans ce sens-là. Et donc en parlant du silence, effectivement, vous voyez déjà que dans les 2 livres, il y a toujours le terme silence qui arrive. Et déjà dans mon 2e opus poétique, il s'appelait déjà les lézards du silence. Alors qu'est-ce que permet le silence du coup ? Justement, moi j'ai toujours considéré que le silence, en fait, est la partie, très souvent, la partie invisible de l'iceberg, mais c'est aussi en même temps la partie la plus importante, très souvent, c'est ce qu'on ne dit pas,
qui peut éclairer les gens. Ce qu'on ne dit pas qui a une certaine profondeur de sens. C'est ce qu'on ne dit pas qui porte du sens. Et parce qu'il n'y a pas que les mots. Il y a aussi le silence, justement. Et j'aime bien aussi cet entre-deux, l'entre-deux. Je parle beaucoup d'entre-deux dans ma poésie. L'entre-deux fleuve, l'entre-deux mer, l'entre-deux plaine, l'entre-deux... Parce que c'est dans ce fil ténu entre deux choses que surgit le sens. Et c'est ce sens-là qui m'intéresse. Et donc, c'est ce silence-là qui m'intéresse et que je cherche tout le temps à écrire. Est-ce que d'ailleurs j'écrirai un jour le silence? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis en quête d'écriture du silence. Alors vous êtes en quête d'écriture du silence. Et donc, du coup, avec ce recueil, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de ce que vous écrivez? Vous pouvez nous lire un petit passage? Oui, par exemple, un poème que j'aime particulièrement, parce qu'il a été aussi lu par une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ngouane Betty, qui vit à Genève. Et un jour, elle me l'a lu, elle m'a envoyé la vidéo. Et j'ai trouvé sa lecture de ce poème extraordinaire. Ce poème s'appelle « Comment te dire je t'aime ». Comment te dire je t'aime sans t'offenser, sans insulter ta pudeur, sans mettre à mal ton monde si équilibre. J'entends tous les murmures des baobabs qui me poussent vers toi, qui exacerbent mes tourments, qui m'offrent les bras. J'entends les chants des djalis qui, tels des coris de vin, cultivent des chants de félicité. Je vous en prie, vous allez vous interrompre, mais allez-y. Dans les miroirs offerts à nos regards de connivence, je vois nos sourires remplis de fou rire, traçant des rayons de lumières en verve. Comment te dire je t'aime, sans briser la magie de l'instant fragile, de nos fébriles moments d'abandon, sans écorcher la préciosité des pépites de tes rêves, sans trahir tes promesses de pénitence et de chasteté. Comment te dire je t'aime. Alors, pourquoi avoir choisi ce poème? Parce que, comme je l'ai dit déjà, c'est un poème qui a beaucoup marqué les gens. Hein, donc, quand je l'ai écrit, il y a eu beaucoup de réactions des gens. Parce que j'ai une page Facebook donc, où les gens viennent très, très nombreux, très souvent. Ils réagissent en fonction de ça. C'est comme ça que Ngouane Betty a lu ce poème avec cette extraordinaire exaltation poétique. En même temps aussi, ça parle d'amour. Et j'aime parler d'amour. C'est un sujet récurrent dans votre recueil. C'est un sujet absolument récurrent, un sujet qui est beau, un sujet qui me rappelle toujours d'abord ma mère, c'est ça? Alors justement, on va parler de votre mère. Votre mère, elle était tisseuse. Et vous l'évoquez notamment dans un poème de ce recueil. Pour vous, elle tissait plus que des vêtements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, ma mère, elle était couturière. Elle avait justement je me rappelle, moi, je la voyais encore avec sa machine en train de tourner et puis donc de faire ces magnifiques tissus qu'elle faisait. En même temps, elle avait pris dans la maison, à un moment donné, un tisserand qui venait faire des tissus qu'elle-même lui commandait. Et donc, elle savait ce qu'elle voulait, ma mère, à ses tissus. Et donc, elle venait elle-même s'asseoir à côté du tisserand. Et c'est comme s'il y avait une espèce de fusion entre elle et ce tisserand. Et donc, je l'imaginais justement en train elle-même de tisser à la place de ce tisserand. Et donc, plus tard, quand j'ai commencé à l'écriture, c'est aussi du tissage de mots, des mots qu'on met bout à bout pour trouver justement ce point d'ancrage du sens. Et donc, ma mère, elle porte en elle cet ancrage du sens pour moi, cet ancrage de l'amour. Alors, justement, vous parlez de tisser les mots. Vous les tissez donc dans le poème « En silex nos armes ». Vous écrivez « Les armes se retournent contre les maîtres incrédules, les anthropologues primitivistes, hautains, imbus, les experts de notre récit épique ». En quoi aujourd'hui il est finalement important de se réapproprier son histoire? Mais parce que la nature a horreur du vide. Et que si nous en sommes encore là en Afrique, c'est parce que nous n'avons pas su saisir l'opportunité de revenir vers nous, de nous redimensionner, de nous ressourcer et donc de réécrire notre histoire. C'est-à-dire de la prendre des mains où elle est actuellement
jusqu'à encore présent, notre histoire n'est pas écrite par nous. Et donc, du coup, ce récit pluriel fondateur, cette narration, il n'y a que nous qui pouvons la narrer. Il n'y a que nous qui pouvons l'écrire. Et donc, si on ne le fait pas, eh bien, ce sera comme aujourd'hui, elle va tomber dans les mains de l'autre, peut-être dans l'esprit de l'autre, dans l'intelligence de l'autre, qui va simplement la réécrire à sa guise, à sa manière, et bien justement, pour la travestir, c'est le mot que j'ai employé, effectivement, ils vont la travestir et en faire ce qu'ils veulent. Et moi, je dis, il faut arrêter. Il est temps qu'on, cette histoire-là, tant plus qu'on a des historiens merveilleux, Pizerbo, il faut qu'on revienne à ça. Dongo Bay, merci. Je rappelle le titre de votre recueil, Écrire les silences aux éditions Continent. Merci. Mais merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal. Belle soirée sur TV5 Monde. À demain.